Bienvenue sur le plateau de Bientôt la Fame, je t'en prie, installe-toi. Merci. Alors je vais te... Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, ouais. Voilà, c'est la fin de cette interview. Merci. C'est chouette. Aujourd'hui, dans Bientôt la Fame, je reçois Antoine Santenac. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une de ses nombreuses vidéos sur YouTube, Insta ou TikTok, ou alors vous l'avez peut-être déjà vu à Nantes, au West Side Comedy Club qu'il organise tous les mercredis, ou alors si vous passiez par hasard devant la Fnac il y a quelques années, vous l'avez peut-être déjà vu se faire victimiser par un ado. Quand je le raconterai, je dirais que c'était Mike Tyson. Ouais. Et là, je viens d'avouer qu'il avait 15 ans. J'espère que tu comprends ça au montage. Je m'appelle Bangui, vous ne me connaissez pas et c'est normal, puisque c'est Bientôt la Fame. Maintenant, je vais vous demander de taper les pieds, une tape dans les mains, et faites un maximum de bruit pour le crachat. Salut Antoine. Salut, merci de m'inviter. Eh ben, merci d'avoir accepté cette invitation. Eh ben, et bienvenue avec plaisir. dans Merci. Bientôt la Fame. C'est cool, hein, franchement, c'est incroyable. Ouais, ça te plaît? Ah ouais, on dirait vraiment un vrai plateau télé. Enfin, je dis vrai. C'est un vrai plateau télé. C'est un vrai plateau télé pour un presque vrai podcast. C'est vrai. Avant de commencer, est-ce que tu peux me donner ton rituel avant de rentrer sur scène? Parce que là, on est un peu en présentation. Est-ce que tu t'es chauffé avant? Là, je me suis échauffé là. Ouais. Mais en fait, j'ai des problèmes d'articulation. Du coup, avant de passer, je suis toujours... C'est à faire des exercices d'articulation, bah, tu vois. Ok, mais j'ai les mêmes. Ouais, mais tu vois, je l'ai pas fait assez. Je te propose qu'on recommence. Non, j'ai des problèmes d'articulation. Ok. Et du coup, je suis toujours obligé de faire des trucs de gogol avant de monter sur scène, genre j'ai le truc du gros chewing-gum là. Ok. Et sinon, non, pas trop. Répéter son texte et se dire, allez, j'espère que je vais être bon. T'as quel âge? J'ai 27 ans. Et tu fais du stand-up depuis combien de temps? Ça fait 6-7 ans. En fait, c'est dingue parce qu'à chaque fois qu'on pose la question, je sais jamais. Jamais parce que j'ai commencé à faire du théâtre avec Maxime Stockner, du théâtre basé sur le stand-up, enfin théâtre humoristique. Et je compte pas ces années là-dedans parce que c'était vraiment plus du théâtre. Mais ça fait, je pense, 6 ans où je me suis dit, vas-y, je vais commencer à faire des premières blagues. Et ça doit faire depuis, on va dire, 4 ans que vraiment c'est une envie... Et c'est un projet, quoi. Parce que moi, j'ai trouvé sur Billard Éduc, t'as un profil. Ouais. Il y a des commentaires, il y a des avis. Oh tu vois. putain. Attends, et ça date d'il y a combien de temps? Bah 6 ans, justement. J'en ai trouvé un qui a 6 ans. Et donc déjà, on peut dire que pour toi, c'est 100% de notation 5 étoiles. C'est ouais, magnifique. mais il doit pas y avoir beaucoup de notes. Hein. Il y en a 12. Dont je crois il doit y en avoir 3 de mon père, alors. Peut-être. Et alors, du coup, il y en a un qui était il y a 6 ans, donc c'était marqué « Découvert au Stand Up Factory, il nous a donné envie d'en voir un peu plus. Résultat, on n'a vraiment pas été déçus. Super spectacle, belle interaction. Ce jeune a de l'avenir. Peut-être pas encore tout à fait prêt pour la tournée des Zéniths, mais d'ici 2-3 mois, ça se tente. » C'est bizarre parce qu'elle est lucide et elle perd sa lucidité juste après. Peut-être pas prêt pour les Zéniths, oui, mais dans 2-3 mois. Dans 2-3 mois, tout va changer. Ouais, voilà. Mais dans 2-3 mois, je pense que oui, tu seras une star. Une carrière explose dans 2-3 mois. Ok, donc du coup, moi, vu que t'es pas hyper connu encore, et ben. Oh, même tu peux dire pas du tout. Bon, Hein. vu que t'es pas encore connu. C'est pour ça qu'on est là, bientôt. La Exactement. Mais bon, peut-être que ça peut blesser des gens, donc bon. Ah non, alors là, pas du tout. Super. Je suis très lucide là-dessus. Okay. Mais dans 2-3 mois, les Zéniths. Dans 2-3 mois. Du coup, j'ai dû taper ton nom sur Internet pour trouver des infos un petit peu. Ok. Je suis tombé sur LinkedIn. Tu savais qu'il y avait un Antoine Santenac qui était pharmacien? Oui, parce que je pensais que c'était mon LinkedIn. Oui, mais je sais pas pourquoi. Plusieurs fois, je me suis dit, il faut que je rentre en communication avec ce gars. Je pense. Mais je sais pas ce que je peux lui dire. T'as du Doliprane? C'était le seul truc que... Mais non, je sais pas. Mais c'est vrai, je me dis, il y a un Antoine qui a réussi sa vie, et moi. Bah, c'est vrai qu'il apparaît très vite dans les résultats, quoi, lui. Ouais. Peut-être que merci d'enfoncer le... La pharmacie, elle doit cartonner, quoi. C'est à Caen, si jamais il y a des gens de Caen qui écoutent. Oui, qu'est-ce que ça fait de rater sa vie, du coup? Bah écoute, je le vis plutôt bien. Hein. Ouais. Je le vis plutôt bien. C'est pas un rêve inavoué de la pharmacie? Non. Non. Okay. Non, mais j'ai mon grand-père qui était pharmacien. Ah. Qui était dans la pharmacie. Ok. Voilà, je fais ce que tu veux de cette information, mais... Est-ce qu'il a été déçu de voir que tu reprenais pas la pharmacie? Non, parce que je pense que lui aussi est lucide. Et il s'est dit, vaut mieux pas qu'il aille derrière un comptoir pour donner des médicaments aux gens. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Avant d'être humoriste, t'avais une carrière? Oh, j'ai fait tellement de trucs avant de faire des blagues. Mais qui se sont tous... Oh, c'était horrible, c'était une catastrophe. Ah bah ça, je veux que tu me racontes. Non, j'ai enchaîné... Bah déjà, j'ai fait une école de cinéma. Ouais. J'ai voulu faire ce que tu faisais, mais j'ai pas réussi. Triste, encore un échec. Décidément, les gens vont se dire, ils ne me connaissent pas. Alors c'est qui ce loser qui a pas été pharmacien et qui sait pas faire... Non, j'ai fait une école de cinéma, je me suis fait virer. Ah ouais, propre. Mais ouais. t'as fait une bêtise, carrément. Non,
Je vais utiliser beaucoup le mot lucidité, parce que je pense qu'ils ont été aussi lucides pour moi en se disant t'as rien à faire là. C'est que t'aimes bien être là derrière la caméra, mais je pense que t'es mieux ailleurs. Donc ils m'ont dit, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait, parce qu'ils m'ont dit, bon, c'est entre les lignes que je lis, hein, économise 20 000 balles et casse-toi, quoi. Donc c'est le plus beau cadeau qu'ils m'aient fait. Et après, j'étais tellement perdu, j'ai été livreur de sushi. J'ai été animateur périscolaire pendant 2 ans. J'étais animateur en colo et autres. J'ai fait quoi j'ai été auxiliaire de vie. J'ai fait du montage aussi. Ouais. Voilà, j'ai fait plein de taf. Ok, mais t'as commencé à 8 ans, c'est quoi? Non, parce qu'à chaque fois que je faisais... En fait, dès que je me lasse très vite. Ah. Et je dis ça, ou alors on me dit très vite de partir. Mais j'aime bien, on dit je me lasse très vite. Ouais, on dit ça. Et ce qui fait que je fais des fois 1 année ou 6 mois et j'ai l'impression d'avoir fait le tour. En même temps, quand tu livres des sushis, tu fais très vite le tour. Et vu que c'est des tafs où tu te fais pas forcément respecter, alors que c'est des tafs respectables, j'étais auxiliaire de vie, tu te fais pas du tout respecter alors que le taf est incroyable, enfin ce que ça dégage. Ouais. Et mais j'ai pas tenu, j'ai fait 4-5 mois et j'ai pas tenu. Okay. Et après je me suis dit bon bah allez, j'arrive pas à torcher le cul de petits vieux que je respecte, mais je me suis dit fais des blagues et essaye d'en vivre. Ok. T'étais qui à l'école, encore avant tous ces jobs du coup? Quel enfant t'étais à l'école? Ah, il y a eu 2 enfants en moi, je pense. Il y a eu celui de collège qui était un énorme loser, mais qui s'en rend pas compte. Du coup, je crois que c'est bien. Je crois que c'est la meilleure position que tu peux avoir quand t'es un loser et que tu t'en rends pas compte, parce que tu cherches pas à être stylé, tu cherches pas à être beau gosse, tu cherches pas à être populaire. T'es avec tes potes qui sont des losers. Ouais, non. C'est-à-dire que je sais que j'ai su ça après. C'est-à-dire que en gros, ma sœur a 1 an de plus que moi et on était dans la même classe. C'était une classe. Et ma sœur était dans les populaires et moi j'étais le loser. Et je l'ai appris que quelques années après. Et c'est ma sœur qui m'a raconté. Ta sœur? Ah ouais. Mais tu sais que là, on se moquait de toi et tu sais que là. Oh ouais, bah je savais pas. Donc. Mais pas sans rancune avec ta sœur? Tu te Pas du tout. Non, parce que non, ouais, je pense. Après réflexion, quand je réfléchis, encore aujourd'hui avec plus de recul, je me dis, oh, j'étais un sacré gogol. Et lycée, au début du lycée, beaucoup de timidité parce que j'en avais beaucoup aussi au collège. Et après, je me suis dit, j'ai redoublé ma seconde. Et quand tu redoubles, tu deviens un peu le taulier de la prison de la classe. Et j'étais putain, trop bien. Les gens commencent à me dire, oh, t'as redoublé, du coup, ça fait quoi la seconde? C'est trop bien. Et je me suis un peu créé un personnage de mec qui fait le mec. J'ai été le mentor des. Voilà, c'est ça. Secondes, quoi. Ils ont très vu qu'il n'y avait pas grand chose. J'ai été délégué. Waouh. Et je crois en vrai. Une exclue dans Bientôt la Fame. Je crois que c'est mes premières blagues devant des gens. C'est parce que notre prof nous disait faites un discours. Et c'est la première fois que je me suis retrouvé dans les gens de la classe et que j'ai dit n'importe quoi. Ah, pour être élu? Ouais. Ok. Et je fais un discours. Et tu t'es même pas mis en suppléant, en direct délégué? Tu t'es dit. Non, mais on a voté pour moi. Hein. Ah oui. Ah, écoute, on fait avec ce qu'on a. Je vais passer pour un gros connard. Comment ça s'est passé du coup le moment où tu t'es dit j'arrête de torcher les culs et je me mets à faire des blagues et j'essaie d'en faire mon métier? Est-ce que ça a été rapide déjà d'en faire ton métier? Pour en vivre, pas du tout, mais dans ma tête oui, parce que je me suis dit du jour au lendemain en fait t'as essayé tellement de trucs, ça marche pas, t'aimes pas ça, le seul truc que t'aimes c'est le stand-up et les blagues. Du coup dans ma tête ça a pris du temps, mais une fois que la réflexion s'est faite, c'était très rapide sur déchire là-dedans, fais tout ce que tu peux. Par contre pour en vivre c'était long. Ouais. C'était long, mais c'est pas un métier facile, tu mets du temps avant de avoir des cachets. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a le Micro Comedy Club, qu'il y a Ulrich et le Carton, si on peut citer des... Ouais, carrément, donc Micro Comedy Club à Nantes, ouais, c'est un podcast national. Hein. Ouais. J'ai des stats. Salut papa. J'ai même des stats en Belgique. Hein. C'est vrai? Ouais, 1 ou 2 viewers. Eh ben, on salue la Belgique, qui doivent me détester parce que j'ai fait une vidéo sur la Belgique où je la critiquais et j'ai pris beaucoup de messages de haters belges. Ah. Sans rancune. J'espère que ça va amener un peu plus de viewers. Désolé pour toi. Ouais, c'est très dur en vrai parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui ça va dans des villes comme Nantes où on disait il y a le Micro Comedy Club, il y a le Carton Prod avec Ulrich aussi qui gère beaucoup de plateaux un peu partout en Vendée et qui font des cachets. Je pense que beaucoup d'humoristes à Nantes sont intermittents grâce au Micro Comedy Club et à Ulrich. Ok. Donc voilà, mais sinon ça a mis des années. Tu vis du chapeau, ouais, tu fais des faux dossiers pour avoir des appartes. C'est un enfer. Mais bon, c'est un enfer, mais qui est trop bien parce que le soir t'es avec tes potes, tu fais des blagues. Est-ce qu'il y a un autre truc que l'humour que tu sais bien faire? Mentir. Je sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui m'est arrivé. Faire genre j'ai percé, ça je sais faire. Ah bah allons-y. Donc les Zéniths, comment ça se passe? Oh, c'est tout con, hein. Écoute, je sais pas où j'ai baissé ça alors que ce n'est pas le micro. Oui, c'est ce qui prouve que je suis pas du tout. Du coup, on n'entendra plus que... Et c'est quoi qui fait que t'as percé? Putain, il s'était confié, on n'a rien entendu. Et je ne répéterai pas ce que j'ai dit. En vrai, je vais dire un truc, mais j'aime pas dire un truc parce que j'ai l'impression que tu peux passer pour prétentieux quand tu fais des analyses positives de toi. Mais le truc que je sais faire, je pense, c'est m'acharner sur des projets ou sur...
Parce que là, j'adore le stand-up, mais j'adore entreprendre des projets. Là, du coup, avec le micro aussi, je me suis associé avec eux. On organise un gros projet qui s'appelle le Popcorn Comedy Show. C'est au Cinéma Pathé Atlantis. On a une salle de 500 places pour faire du stand-up dans des cinémas. Et si le projet marche, c'est le 26 janvier. Et si le projet marche, on en fait une par mois. Et je suis content de travailler dans ce projet. J'adore. Je crois que j'aime bien l'entrepreneuriat aussi. Ah ouais? Ouais. C'est quand même hyper différent. Du coup, t'as choisi quelque chose de très très artistique. Ouais. Mais tu veux quand même. Enfin, t'as quand même la fibre entrepreneuriale. Ouais, en fait, j'aime bien me dire, une fois que les choses sont faites, j'ai été capable de faire ça. Alors que quand je l'ai fait, je me dis, mais jamais j'y arriverai. Et je crois que j'aime bien prendre du recul et faire, c'est moi qui ai organisé ça, c'est trop bien. Je pense que c'est satisfaisant. Pas autant que le stand-up, parce que le stand-up, c'est immédiat. Mais là, tu sais, quand tu vois l'affiche qui sort, les gens qui commencent à réserver leur place, les rendez-vous qui se passent bien, je trouve ça cool. T'as un peu de pression, du coup, pour que ça se remplisse? Là, on est à 2 semaines et quelques de l'échéance. Et on a déjà vendu plus de la moitié des places, donc trop bien. On croise les doigts. J'aimerais bien te faire de la promo, mais malheureusement cet épisode sortira sûrement après cet événement. Ah, ok. Eh ben, est-ce qu'on peut nous souhaiter plein de bonnes choses pour cet événement? Bien sûr. Et maintenant, viens, on dit que ça s'est fait. C'était super. Ok, vas-y. Alors, comment ça s'est J'allais passé? rebaisser ça alors que Ne touche pas à ça. Vas-y. Comment ça s'est passé du coup cet événement au cinéma là? Un succès. Succès, c'était rempli. C'était complètement rempli, c'était blindé, tout le monde était standing ovation, et juste pour mon passage. Waouh. Et ouais, parce que les gens sont conscients de mon niveau. C'est marrant parce qu'on a dit viens, on en fait une après, on n'a pas dit viens, tu te la pètes. C'est le premier truc sur lequel je suis parti. Non, bah, j'espère vraiment, j'espère que ça va bien se passer. J'y tiens à ce projet et j'espère vraiment que ça va être cool. Mais la programmation est incroyable, donc normalement il n'y a pas de raison. Est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux? Ouais, je suis actif sur Instagram et TikTok. Facebook, ça prend pas du tout, mais je poste des vidéos 1 à 2 fois par semaine. Je crois que maintenant plus une parce que c'est quand même beaucoup de taf. Ouais. Tous les lundis à 18h, minimum. Ah, ok, il y a un planning. Ouais, parce que si j'ai pas de planning, je réussis pas. Ok, et YouTube aussi? Ouais, si, un peu les shorts, parce que je suis beaucoup format Instagram. Mais ouais, j'essaye parce que... Genre, il y en a qui disent malheureusement ça fait partie du jeu, ça rentre dans le jeu du stand-up aujourd'hui, c'est qu'avant c'était pas ça, c'est que pour certains malheureusement il faut faire des vidéos et autres pour être vu. Moi je dis heureusement parce que déjà j'aime ça, j'aime la vidéo et je trouve que c'est bien d'avoir une autre corde à son arc et de s'étaler vers d'autres arts aussi, et je trouve que si tu fais des vidéos, moi ce que je fais c'est assez proche du stand-up, donc les deux matchent bien et je prends autant de plaisir à faire des vidéos que faire des blagues sur scène. On t'a déjà contacté parce que t'avais beaucoup d'abonnés ou refusé une salle parce que t'en as pas assez? Peut-être que c'est pour ça que tu m'as contacté. Non, en fait, j'espère que ça va monter, mais en fait, là par contre, ce que je trouve triste, c'est le regard que des programmateurs de salles ou des gérants de festivals ou autres peuvent avoir sur ta capacité à remplir, qui est associée à ton talent. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, ouais, mais si. Par exemple... Tu vois, moi je connais beaucoup de Parisiens maxi talentueux, mais vraiment, je pourrais en citer plein, qui ont, je veux dire, 3-4 000 abonnés sur Instagram et qui sont très forts, alors que t'en as, je ne citerai pas de nom pour le coup, qui ont des centaines de milliers d'abonnés et qui sont pas très marrants, mais... pas très marrants, qui sont... Ils sont mainstream, ils touchent un plus large public. Ouais, et puis tu sens qu'ils font pas du stand-up parce qu'ils voulaient faire du stand-up, mais ils ont fait des vidéos, leurs vidéos sont en déclin, et ils se disent viens, on va faire du stand-up et c'est cool. Bon, je juge pas du tout, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que c'est le côté un peu dark de ça, c'est qu'il y a des gens, des programmateurs de théâtre te regardent avec un œil différent si t'arrives avec 100 000 abonnés, ce que je peux comprendre, parce que eux, ils voient la capacité à remplir et ils voient leur chiffre d'affaires. C'est une sécurité aussi pour eux. Ouais, voilà. Mais c'est là où je suis content que des lieux comme le micro existent, où ils s'en foutent. Tu peux avoir 500 000 abonnés comme 3 abonnés. Si t'es marrant, tu joues, quoi. Et on aura le même regard sur toi. Et ça, je trouve ça très bien. Ok. Est-ce que t'as un Wikipédia déjà? Non. Tu sais comment on fait pour avoir un Wikipédia? Non, mais tu sais que c'est comme Akinator. Je sais pas si tu vois le truc. Je crois que même quand j'étais au collège et tout, je rêvais d'avoir un Wikipédia en mode c'est un peu stylé parce que tu sais quand t'es au collège, tu te fais tout sur Wikipédia. Enfin, c'est ce que je faisais quand tu te fais faire des résumés et autres. Et je me suis dit un jour je serai sur Wikipédia. À tel point que j'ai réfléchi plusieurs fois à me créer tout seul un Wikipédia et en mettant des trucs un peu juste pour pouvoir dire tiens, un soir où j'ai hâte que cette conversation arrive, tiens, on va regarder si j'ai un Wikipédia, et moi je sais parce que c'est moi qui l'ai fait. Pareil pour Akinator, j'aimerais bien qu'il y ait mon nom dans Akinator. Je sais pas comment on rentre dans la base de données d'Akinator. Je sais pas non plus, mais faudrait qu'on s'en serve. Peut-être, attends, je vais regarder. Qu'est-ce qui te fait rire dans la vie? Beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui rit facilement. Ok. Je pense que
comment on dit, j'ai le rire facile. Non, je suis bon public. Voilà, c'est Ok. ça. Je pense que je suis bon public. Je ris de tout, autant d'un prout, parce que les prouts c'est très marrant. Et je sais pas pourquoi aujourd'hui, je trouve qu'il y a un début de complexe avec les prouts. Les prouts c'est marrant. Oui, il y a plus le droit de rire Non, des proutes. mais ouais, non. Et non, pour moi, tout peut être marrant tant que c'est assumé. Ok. Genre quelqu'un qui tombe dans la rue, ça va te faire Bah, rire. si la personne se fait vraiment. Non, ça, c'est les trucs de essayer de ne pas rire et les gags. Par contre, les gens qui tombent dans la rue, j'ai toujours un peu de peine pour eux. Ouais, tu dis Quand tu vois qu'il y a de la douleur, c'est pas très marrant. tu préfères rire avec quelqu'un que de quelqu'un, c'est Ouais, ça. c'est ça. Si on devait en tirer une morale de cet épisode, c'est ça. C'est beau. Tu as commencé où ta première scène? Bah, la toute première scène que j'ai faite, c'était donc à la compagnie du Café Théâtre. Comme je disais, À Nantes aussi. Ouais, c'est ça. On faisait des cours avec Maxime, Johan Bertetto, qui fait aussi du stand-up, qui fait aussi partie de l'équipe du micro. On a commencé à faire des cours là-bas, des cours de café-théâtre. Et on a fait nos premières scènes là-bas, parce qu'en gros, quand t'étais élève, t'avais le droit à plusieurs représentations dans l'année. Et à la toute base, je faisais un personnage que je te jure, je n'assumerai pas du tout aujourd'hui. Donc c'était pas vraiment du stand-up, c'était. Bah, c'était un mélange des deux. C'est-à-dire que je faisais. Non, c'était pas vrai. C'était, je parlais à des gens en mode 104e mur, mais je jouais un débile. Ok. On pourrait dire que je joue aujourd'hui, mais si on dit ça de moi aujourd'hui, c'est juste que je suis débile parce que je suis moi-même. Mais Donc tu n'assumes plus. On peut pas en avoir un extrait de ce personnage. oh là là. J'en connais un, Janagan Christie, qui doit se dire mais l'extrait, parce que je crois que c'est un des seuls parmi toute la team de Nantes à l'avoir vu. Ok. Ouais, mais tu sais quoi, en vrai, vas-y, je t'envoie un très court extrait, si on peut mettre un très court extrait. Parfait. Quelqu'un sait ce que ça veut dire, levrette et boucaquet? C'était horrible. Il y a des gens qui disent c'est bien de regarder ce que t'as fait avant parce que ça te permet de réaliser ce que t'es devenu aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec ça. Des fois, c'est juste pas bien d'aller Ça permet regarder. de réaliser ce que tu veux plus faire surtout. Ouais, et de ce que t'as été. Et des fois, on a été des choses pas bien. Oui. Ah ouais, non, là, j'assume pas du tout. Ok. Donc ça c'était le début. Et Ouais. après tu t'es dit je vais peut-être plutôt parler de moi. À force forcément, t'es content quand tu fais tes premières scènes, t'as envie de ce qu'il faut pas faire du tout, enfin, en tout cas, ce que j'estime pas forcément une bonne idée, c'est quand tu commences à faire tes premières scènes, t'as envie que tous tes potes viennent te voir. En tout cas, c'est comme ça que moi je le voyais. Et du coup, j'ai fait l'erreur de ramener tout le monde. Et en fait, bah, je sentais dans le regard des gens à la sortie de la salle de mes potes, pas si fiers que ça de ce que tu fais. Et tu prends assez vite du recul et tu te dis mais est-ce qu'on n'arrêterait pas de faire cette merde? Est-ce qu'on partirait pas sur autre chose? Et surtout, bah, tu suis un peu la mouvance. Forcément, vu que j'ai commencé aussi avec Maxime, avec Johan, avec d'autres gens dans ma classe qui faisaient du stand-up et qui partaient plus dans le stand-up plus classique, bah, je me suis dit, bah allez, en vrai, pourquoi pas moi pourquoi moi je fais des trucs débiles alors que eux ça commence à être malin ce qu'ils font, et du coup je suis un peu parti vers là. Et en fait je me suis première scène, je dis pas que ça a marché, mais j'ai tellement préféré parler honnêtement aux gens sans avoir un personnage. Je me suis dit ah bah oui, moi, je suis trop con, en fait faut que je fasse ça quoi. Et du coup c'est là que ça a commencé. Ok. Et du coup tu parles de quoi sur scène? J'ai pas envie de dire que je parle de moi parce que ça fait très prétentieux, mais je parle beaucoup de ce qui m'est arrivé. Je raconte beaucoup, je te disais tout à l'heure que j'ai enchaîné plein de tafs et j'aime bien en parler. Il y a des tafs qui sont pas forcément mis en avant, donc c'est cool. J'aime bien parler de tout, j'aime bien parler de moi, de ce qui m'arrive, des ressentis, de ce que je peux penser de certaines choses, que ça soit de l'actu. Des fois j'aime bien, pendant un moment je faisais beaucoup ça, je regarde l'actu et je fais une petite et j'en parle pendant 2-3 minutes et je mets ça sur Instagram, mais j'ai un peu ralenti ça. Ok. Mais j'aime bien me nourrir de tout ce qui m'entoure pour en parler sur scène. Ok. C'est ça d'ailleurs, je trouve le meilleur, enfin le meilleur côté de notre métier, c'est de pouvoir parler de tout. Tout ce que tu as envie, même des trucs tristes. Là, il m'est arrivé des trucs dans ma famille aujourd'hui qui sont très tristes. J'ai perdu mes grands-parents et c'était vraiment difficile à gérer. Et en fait, très rapidement, alors que je pensais que j'allais mettre des années avant de pouvoir en parler, j'étais tellement pas bien, je me suis dit, bah, parle-en sur scène. J'en parle et j'ai, je crois, 7-8 minutes où je parle du décès de mes grands-parents. Et c'est ouf de voir que des gens rigolent de ça et je rigole avec eux. Et je fais, c'est vraiment un métier de ouf quand même. Tu parles du coup dans ce moment-là de la pharmacie? C'est ça. C'est un moment très émouvant. Voilà, c'est ça. Si papy avait su. Putain. Non, c'est trop bien, j'adore ça. C'est trop bien la connexion que tu peux avoir avec les gens sur quelque chose qui... De toute façon, je dis je peux en parler parce que j'en parle sur scène, mais j'ai vécu, on va dire, pratiquement le décès de mon grand-père devant moi. Ok. Je me suis retrouvé à l'hôpital devant lui et tu sais pas quoi dire dans ces moments-là, tu sais pas quoi faire, et c'est le moment, je crois,
à la fois le plus beau, le plus bête et le plus triste que j'ai vécu de ma vie. Et je pensais que j'allais jamais m'en remettre. Et en fait, je me suis retrouvé à appeler mon père qui était en Tunisie à ce moment-là, en haut-parleur devant mon grand-père pour qu'il lui dise au revoir parce que c'était ses derniers moments. Et jamais j'aurais pensé que, déjà 2 ou 3 mois après, des gens rigoleraient là-dessus et que je rigolerais de ça avec eux. Je trouve ça fou quand même. Ouais, carrément. Quand tu prends du recul, tu te dis... en vrai, on a le plus beau métier du monde, en toute objectivité. Un chirurgien ne peut pas faire ça, quoi. C'est avant d'opérer quelqu'un, il faut que je te raconte, ça se passe pas bien. Non, tu peux pas. Là, tu peux te livrer. Et je crois même que si tu pleures sur scène, ben, je crois que les gens, ça dérange pas, quoi. Voilà, c'est la fin de ma plaidoirie. T'as déjà pleuré sur scène, du coup? La toute première fois que j'ai pas... En fait... J'ai dit ça d'une manière hyper enjouée. T'as déjà pleuré sur scène? Est-ce que tu as un extrait vidéo de ce... Est-ce que tu souffrais à ce moment-là? Non, la fois où j'ai beaucoup pleuré avant. J'ai appris que j'ai le décès de ma grand-mère et j'ai dû faire des blagues juste après. Et du coup, j'étais au plus bas. Et en fait, avant de jouer, c'était incapable de jouer le spectacle en plus. Donc pendant 1 heure, tu dois être sur scène. T'avais 1 heure à jouer. Et heureusement, d'ailleurs, je la salue que Cassie était là. Je me souviens toujours du moment, enfin de comment elle a été avec moi. On a beaucoup discuté et tout, tous les deux. Bon, j'allais dire un truc, mais c'est pas forcément une idée, mais elle m'a servi un shooter. Donc je me dis pas qu'il faut se noyer dans l'alcool, mais là, on a passé un moment. Et en fait, je suis allé sur scène et je pensais beaucoup à elle sur scène. Et j'en ai parlé un moment sur scène et j'ai vite arrêté parce que je commençais à avoir la voix qui tremble. Et je me suis dit un peu de pudeur de non, pleure pas sur scène. Mais je pense que les gens ont senti le moment à la fin. Et non, j'ai failli, mais en vrai, je pense qu'il faut pas se cacher. Je pense que sur scène, tu dois être honnête. Après, si tu passes 1 heure à chialer, les gens, ils vont faire... On a quand même payé pour rigoler, donc... c'est ça, tu sais pas quoi faire, genre... C'est un sketch ou... Ouais, c'est ça, parce que c'est vachement long, quand même. C'est hyper absurde. Hein. Non. Ok. Non, c'est quoi ton processus d'écriture? Comment t'écris tes blagues? J'ai une méthode d'écriture hyper bizarre, c'est que des fois, le cerveau est bloqué et j'ai vraiment le syndrome de la page blanche qui peut durer longtemps. Et des fois, ça me débloque sur une situation que je peux vivre, sur un conflit que je peux vivre. En fait, je me base beaucoup sur ce que j'ai vécu. Et je pense que tu dois le remarquer depuis le début de cette interview. Je parle beaucoup. Oui, mais c'est aussi pour ça que t'es là. J'aime parler, j'aime discuter, j'aime raconter. Je pense que c'est ça. J'aime raconter ce qui m'arrive. Et du coup, je fais une petite dérive, mais pour que tu comprennes, c'est que je pense que j'ai ce truc un peu sadomaso, c'est que quand je vis quelque chose bien ou pas bien, par exemple, on va prendre l'exemple de pas bien, j'ai pris un coup de poing à Nantes un soir, et j'ai ce truc un peu débile dans la tête de... c'est quand même marrant à raconter, quoi. Mets-moi-en un deuxième, ça me fera un sketch. Et en fait... quand j'arrive devant ma feuille ou devant mon ordi, parce que je fais souvent sur l'ordi, c'est ok, de quoi j'ai envie de parler? Est-ce que j'ai envie de parler d'un ressenti? Ok, je commence toujours par qu'est-ce qui m'est arrivé récemment? Ok, il m'est arrivé ça. Par exemple, j'ai perdu mes grands-parents. Comment est-ce que je peux rendre ça drôle? Et j'écris. Mais j'aime bien écrire le moins possible au début et d'aller sur une scène de test et de se lancer. Ok, et t'enregistres ce passage-là? Ouais, c'est ça. Il y a le Maureen d'ailleurs qui gère le lundi de merde. Qui est une très belle scène le lundi pour pouvoir tester. T'as 2 sessions, tu joues devant une 50aine de personnes et les gens savent que tu viens tester. Et du coup, j'aime bien aller dans ces scènes-là, ou le Micro Comedy Club ou d'autres scènes, ou au West Side, parce que j'ai la chance de gérer le West Side avec Thibaut, mon pote. Et du coup, je me dis, ok, je sais ce quoi je veux parler. J'ai pas tout écrit, mais j'y vais, je m'enregistre et des fois spontanément, tu te rends compte que tu vas vers des phrases, des blagues ou autres que t'aurais pas eu en écrivant. Et après, j'écris. Ce coup de poing que t'as reçu, est-ce que tu le méritais? Non. Non? Non, pas du tout. T'avais rien fait? Non, mais c'est... En fait, c'est un peu calmé, je trouve, mais c'est là où tu te rends compte que non, t'es un peu dangereux. Et en plus, je suis pas très fier, mais tu sais quoi, on va se livrer dans bientôt la Fame. C'était des enfants. J'ai eu peur. Je savais pas où t'allais. C'était des enfants qui m'ont... En fait, c'était derrière la Fnac. J'étais avec un pote qui se reconnaîtra, je lui fais un coucou. On passait, ils étaient un groupe d'une 10aine, et on passe avec mon pote, et on se fait interpeller par ce groupe-là, où ils ont tous l'air d'avoir 15 ans. Et il y en a le premier, il m'interpelle, il me fait ça se dit on fait un 1v1? Mais je fais non. Non, ça te dit pas, non? J'ai pas envie, parce que même si t'as 15 ans, tu m'éclates la gueule, donc lucidité, encore une fois, non. Et il fait, et si je te frappe? Alors là, du coup, c'est plus un 1v1, c'est un 1 vs un mec qui a pas envie de taper.
Donc là, c'est juste un défonçage de gueule et en fait, bah, les gars sont entourés de nous et il m'a mis dans le quart de truc et il me mettait des gifs, des coups de poing pour mon portefeuille. Et j'étais juste là, et je te donnerai pas mon portefeuille, je peux pas, je serrais mon portefeuille. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, quand je le raconterai, je dirais que c'était Mike Tyson. Ouais. Et là, je viens d'avouer qu'il avait 15 ans. J'espère que tu comprends ça au montage. Mais en tout cas, si tu te reconnais, j'espère que tu as eu ton brevet. Mais il a pas eu ton portefeuille. Non. C'est déjà Mais de toute façon. ta petite victoire. Ouais, mais de toute façon, en vrai, je me dis. C'est là où. C'est un peu ridicule, mais on a porté plainte. Et on a porté plainte. Alors qu'il avait 15 ans, on a porté plainte. Et au commissariat, le gars, le policier, m'a dit. Ce que je lui ai dit, mais il y avait plein de coups. Il me fait, mais pourquoi vous vouliez pas donner votre portefeuille? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Et en fait, il n'y avait rien. C'est-à-dire que j'avais ma carte, mais il n'y a pas d'argent dedans, j'avais pas de liquide et j'avais ma carte TAN. Donc je crois qu'en fait, j'aurais dû lui laisser, j'aurais pris moins de coups et le gars aurait eu plus les boules de rien avoir dedans, quoi. Mais il serait revenu du coup. C'est peut-être pour te protéger que t'as fait ça. Pour pas qu'il te. Putain, y a rien. Ou alors tu lui donnes et tu te barres en courant en mode le temps qu'il se rende compte que. Mais je sentais que même dans le regard du policier, il dit pourquoi t'as défendu ton portefeuille vide, quoi. Très matérialiste. C'est mon portefeuille. Ouais, je pense, ouais, ça. Je pense alors qu'en plus, c'est un portefeuille de merde. C'était il y a combien de temps ça? J'aimerais dire que c'était il y a 15 ans, mais c'était il y a 5 ans. 4 ans, 3 ans peut-être même. Je crois que c'est pas si vieux que ça. Mais ça va, c'était la semaine dernière en fait. C'était la semaine dernière. Mais il était vachement gros pour 15 ans. Faut voir ce qu'ils bouffent les gamins. C'est ça. C'est les jeux vidéo, ça les rend malades aussi. On fait une petite pause avec une nouvelle rubrique que j'ai lancée avec William Pillet dans le dernier épisode. Ok. C'est les choix difficiles. C'est-à-dire que je vais te proposer des choix. Ok. Et il faut que tu choisisses. Parce que dans ta vie, tu as fait des choix pour arriver là où tu en es. Ouais. Donc du coup, on va voir. Après, j'étais plutôt fier de celle avec William Pillet. Là, j'ai dû Tu mets la pression là. Là, j'ai dû un peu bosser. Je me suis dit, non, mais je veux dire mes questions. Ok, d'accord. Non, Ok. Ils sont pas ouf, mes questions. Mais bon. Elles étaient mieux, les questions étaient mieux pour Je William. pense que j'étais plus en mode, ça c'est rigolo. Là, j'étais plus, putain, faut que j'en trouve. Ok, super, je vois que je ne t'inspire pas. Alors, ouais, en fait, l'interview avec William a été incroyable, mais avec la tienne, c'est vrai que les questions. J'ai écrit ça hier. Faudrait que je fasse ça pendant toutes les réponses. Ah, William, il m'avait pas dit ça, il m'avait plutôt dit ça. Ah, ouais. William, c'était vachement plus marrant. William, il était super. William, d'ailleurs, qu'on n'embrasse pas du tout. Hein, ouais. Non, je lui fais des bisous. Bien sûr, il est formidable, William. T'as vu, ouais, ça, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être à la télé et je fais des bisous oui, je vois, à la Picardie. Oui, c'est un peu ça, c'est vrai, qu'on embrasse. Premier choix, donc pharmacien ou stand-upper? Stand-upper. Ok. Tu veux que je justifie? Parce que S'il y je a une pense justification. que. Oh, j'ai une phrase. Je pense que administrer le rire est beaucoup plus facile qu'administrer un Doliprane. Dommage, t'as un peu accroché sur la phrase, Oh, mais c'est sinon, dommage. c'était une très belle phrase. C'est dommage, on la refait? On l'a refait. Vas-y, réponds à la question. Pharmacien Pharmacie, ou merde. Ah, Putain, merde. parce que non, tu sais quoi, je vais la refaire et Pharmacien je vais pas ou bugger. docteur? Non, je sais plus. Alors je dirais stand-upper parce que je pense que c'est plus facile d'administrer un rire qu'administrer un Doliprane. Est-ce que le rire est le meilleur remède? Ouais. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça, putain. Avant que tu montes sur scène, est-ce que tu préfères quand les gens ils tapent des pieds ou quand ils tapent des mains? Oh, qui tape des mains quand même. Ouais. Ouais, qui tape des pieds, c'est un peu. S'il y a que des gens qui tapent des pieds, c'est un peu bizarre. T'sais. Ouais, c'est un peu. Ouais, si, c'est un peu bizarre. Il Tape le des faut mains. qu'au début, de toute façon, il est. Ouais, bah heureusement. T'imagines pas tout ton passage. Ça serait hyper bizarre. À chaque blague. Ouais, non. Pourquoi d'ailleurs ça vient d'où ce truc de faut taper des pieds? Bah, pour faire du bruit, je pense. Ouais. Je pense pour faire Faire un un max. tribal un peu. Ouais, puis alors je sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'est vraiment pour se libérer de. Tu sais, tu t'échauffes et tu te réchauffes et. J'ai pas forcément une très bonne réponse, mais je sais pas. Je brode Moi, comme je te si dis, j'avais. c'est mes questions, elles sont pas ouf. Non, elles sont pas ouf. Quand quelqu'un te dit quoi, t'es plus à lui dire quoi couper ou coiffeur? Ah, celle-ci elle est bien. Waouh. Ok, je comprends. J'ai vu l'émission avec William. Hein. J'aimais bien les questions. Non, parce qu'il y a deux teams, hein, clairement, il y a deux teams. Bah, les deux méritent une baffe. Hmm. Mais vu que je prends des baffes d'un gamin de 15 ans, je vais dire quoi couper. En termes de cinéma, tu préfères Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou Fast and Furious? Oh, Fast and Furious. Ouais. Ouais. Alors, je suis pas un fan de Fast and Furious, mais j'aime bien. Je suis pas contre les gros films où tu réfléchis pas et tu te marres. Ok. Parce qu'il y a des gens qui sont contre. Ouais, je pense. Enfin, pas contre, mais tu vois, il y a des gens qui comprennent, des puristes qui comprennent pas le plaisir que tu peux avoir en regardant un Marvel. Moi, je prends du fond, je kiffe. Hein. Je suis pas. C'est-à-dire que c'est comme tout. C'est que t'acceptes de dire, vas-y, bah là, pendant 2 heures, 2 heures et demie, je vais mettre mon cerveau de côté et je vais regarder des gens se foutre sur la gueule. Et j'aime bien.
Je crois que j'aime bien la bagarre. J'ai vu récemment, tu as fait une petite vidéo sur la cuite du premier de l'an. Du coup, toi, en cuite, est-ce que tu préfères vomir le soir ou le matin? Ou est-ce que tu es de ce genre de gens à ne pas vomir? Ah, c'est bien que tu m'as laissé une possibilité parce que j'allais partir sur une anecdote hyper gênante. Non, je suis un mec qui vomit pas. Non, on va prendre l'anecdote. Alors, je vais passer pour un gros alcoolique, mais c'est pas le projet. Mais moi, j'ai ce truc de j'arrive à voir quand est-ce que c'est le verre de trop quand je l'ai bu. Il faudrait que quand tu l'as bu? Oui. Alors, j'allais donner une astuce, mais qui n'en est pas une du tout. Alors, j'arrive à voir quand je suis foutu. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire, hein, donc ne suivez pas mes conseils parce qu'il n'y a rien à suivre. Tu es déjà baisé. Mais j'arrive à le sentir vite. Et du coup, je suis en capacité de me dire va aux toilettes, fais-toi vomir. Ah, quand même, il y a une petite technique quand même. Ouais, et en fait, tu te fais vomir. Et si c'est toi qui te fais vomir, j'ai l'impression que tu n'as pas laissé le temps à ton corps de vouloir dire j'en peux plus. Du coup, tu sors directement le verre de trop. Le problème, parce qu'il y a un problème, c'est que tu ressors de la soirée. Si tu t'es pas brossé les dents, tu pues le vomi. Et là, tu peux pas choper personne. C'est pas le projet. Ou parler à proximité des gens. Et des fois, tu oublies. Et tu reprends un verre. Ah. Et là, est-ce que ça reste encore le verre de trop ou vu que tu t'es fait vomir, ça redescend la jauge et tu peux en reprendre un peu? Je pense que t'es foutu. Je pense que t'es foutu. En tout cas, dans mon cas, je pense que c'est terminé. Très bien. Et j'en ai une dernière. Si, je l'ai bossé aussi. Tu préfères copie comique ou comique sans MS? Copie comique. Il est essentiel, tu penses? Essentiel, je sais pas, mais je trouve ça toujours bien de remettre les pendules à l'heure un peu et je trouve que... Je pense peut-être que si ce mec-là n'était pas... De mec ou meuf d'ailleurs, si cette personne-là, on va dire, n'était pas intervenue, ça aurait continué. Et du coup, ça a fait mal à beaucoup d'artistes qui le méritaient au final. Et ça en fait peur à d'autres, je pense, qui doivent être en train de se dire « Oula, je vais peut-être me faire griller ». Et je pense que ça a incité à l'écriture et je trouve que c'est bien. Est-ce qu'on peut lancer un applaudissement après cette séquence? Je pense que la prochaine fois... c'est con, tu seras plus là du coup, mais le prochain épisode, ce sera en public parce que... Vu qu'à chaque fois ça monte un peu en grade, tu vois. C'est vrai. En fait, j'aurais dû être invité à la fin de l'année. Ça aurait été en prime time sur TF1. Kevin Robin, il doit être dégoûté. Et Hugo Levent, il doit être dégoûté de passer en premier, en fait. Mais c'est vrai que moi, je suis accueilli dans des conditions incroyables, en vrai. Hein. Hâte de voir. Mais je dis ça, mais ça se trouve, là, dans 3 mois, je serai dégoûté. Peut-être. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères écrire les moments d'écriture ou tu préfères les moments de jeu? Ou t'aimes bien un peu les deux? Les deux, parce que je pense que le métier est un beau mélange des deux. Je pense que pour aimer jouer, il faut aimer écrire. Et pour jouer, il faut écrire du coup les deux. Parce que si tu joues tout le temps la même chose, tu t'emmerdes, je pense, sur scène. Et t'as des moments, par exemple, là, vu que j'ai écrit beaucoup sur certains sujets, et je sens là que ces sujets arrivent un peu à, pas à essoufflement, mais je suis content. Je maîtrise ces sujets, je les ai faits. Et là, maintenant, je suis dans la phase où j'ai envie d'écrire des nouvelles choses. Et c'est des cycles. Et je prends autant de plaisir à écrire, parce que c'est satisfaisant quand tu sens que... Peut-être à la première idée, j'en ai une deuxième, une troisième, et c'est satisfaisant. Et c'est aussi satisfaisant de les jouer et de s'enregistrer, de travailler le processus de travail, de fondation d'une blague, c'est incroyable. Donc je dirais un beau mélange des deux. T'as besoin de personne au début pour écrire Enfin, t'as pas un binôme qui est plus lui dans l'ombre à vouloir écrire avec toi ou une personne de confiance? Je saurais pas dire. Moi j'aime bien écrire tout seul. Et après, j'aime bien, une fois que j'ai mon idée de base, le squelette, aller voir des potes et dire t'en penses quoi? Mais je me méfie souvent de ça parce que soit la personne n'a pas le même humour que toi, soit pas la même vision, soit. Et du coup, il y a plein de paramètres que tu peux prendre en compte en écoutant trop les autres. Et c'est un peu le défaut que je peux avoir des fois. C'est même à Nantes, il y a une mode que je trouve trop bien, c'est d'écrire en commun. Parce que c'est un site d'écrire beaucoup et d'aller beaucoup dans les bars, dans les cafés pour aller bosser. Mais des fois. Je me surprends à écouter quelqu'un qui va me dire celle-là je la ferai pas, et du coup je passe à côté et des fois je me dis j'aimais bien cette blague, fais-la, je la fais et ça marche et je me dis tu vois, parce qu'il y a une perception de l'humour qui est différente. Je trouve que c'est bien d'écrire à plusieurs parce que d'avoir plusieurs têtes pensantes ça peut être une bonne chose, mais je pense qu'il faut d'abord s'écouter soi. Ok. Et est-ce que tu as le trac? Ouais, tout le temps. Hein. Tout le temps? Avant de monter sur scène, une fois que je suis sur scène je l'ai plus. Mais c'est pas que je l'ai plus, c'est que je pense qu'il s'est transformé en adrénaline, une envie de bien faire, un shoot. Mais avant d'aller sur scène, le track est différent. Avant c'était, après le mot track, je le vois comme quelque chose de vraiment désagréable. Mais avant, quand je commençais, c'était au-delà du track, c'était de la peur, vraiment de la surpeur. Là, j'ai toujours la pression, le petit stress avant de monter sur scène. Je pense que le jour où je l'ai plus, je me dirais merde, qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'as perdu un truc. Ouais, parce que c'est ce qui fait.
Je pense que ce qui fait que le métier est bien, c'est le risque que tu prends à aller sur scène. Et si tu as l'impression de plus avoir de risque en montant sur scène, moi je pense que tu aimes plus ce que tu fais, tu vois. Donc je suis content d'avoir le track. Mais en tout cas, oui, j'espère continuer de l'avoir. Ok. Tant qu'il est gérable. Et est-ce que quand t'es sur scène, enfin peut-être plus aujourd'hui, mais au début, t'avais l'impression de sortir de ton corps, de te regarder d'en haut Ouais. Mais même des fois. Encore Même des fois, quand. Bah, ça arrive des fois que t'es pas dedans, t'es pas dans ton. Ça arrive à tout le monde, comme un public peut pas être réceptif à tes blagues parce qu'il est fatigué, parce qu'il est venu alors que c'est un lendemain de cuite, j'en sais rien, tu peux être dans le même cas que lui. Et juste, bah, tu récites ton texte et tu te vois jouer et c'est pas les moments les plus marrants. Et des fois, ça marche bien, ça rigole, et alors que dans ta tête, tu fais, mais comment vous faites pour rigoler alors que je suis pas dedans, quoi. Et c'est ça, d'ailleurs, petite parenthèse, on en parle avec les gars. Je trouve ça impressionnant, la capacité du cerveau à pouvoir jouer sur scène, c'est-à-dire raconter ce que t'as raconté, dire tes blagues et réfléchir en même temps. C'est fou cette capacité-là, à se dire, wow, quand tu prends un bide, tu récites, tu te mets en automatique et tu fais, bon allez, ok, il reste 4 minutes et c'est bon, c'est terminé, tout en récitant. Ça, c'est un exercice que t'as appris à faire? Mais je pense que tout le monde le développe en faisant du stand-up. Okay. Parce que j'en parle, en tout cas à Nantes, j'en parle avec les humoristes et on est plein à voir ça. C'est un mécanisme de survie, quoi. Je dirais plus d'analyse. Parce que t'arrives, en fait, on le fait tellement souvent, on joue tellement presque tous les soirs que je dirais pas que ça devient banal, parce que c'est pas le cas, mais on est tellement habitué à l'exercice qu'on arrive à prendre assez facilement du recul pendant qu'on exerce l'exercice, tu vois. C'est-à-dire que pendant que je suis sur scène, c'est tellement un moment que je connais et qui m'est habituel que j'arrive à analyser, à prendre tout de suite du recul sur ce qui se passe. Et du coup, je peux avoir des pensées tout de suite de ok, bon là ça prend pas, peut-être qu'il va falloir, ok, mets-toi dedans, tout en récitant. Et du coup, c'est comme si tu t'auto-analyses et tu t'auto-boostes, comme tu peux t'auto-défoncer à te dire bon voilà, mec, c'est horrible ce que tu fais. Ça t'arrive ça aussi? Des fois de baisser les bras un peu vite quand tu vois qu'au bout de... Alors que c'est ce qu'il faut pas faire, parce que des fois, même si sur un passage de 20 minutes qu'on te demande, t'as 10 minutes horribles, tu peux avoir 10 minutes excellentes. C'est-à-dire que tu peux twist. Et des fois, t'as ce truc de... bon allez, c'est la 3e scène de la soirée, le public est dur, tu te bats pas, tu te mets en mode automatique et c'est pas bien. Hein. Mais ça arrive que du coup, tu t'ailles au bout sans conviction. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des moments de doute du coup sur ton choix de carrière? Tout le temps. Tout le temps? Alors sur le choix de carrière, non, mais parce que j'ai pas le choix de continuer, je pense. Je dis ça parce que je pense qu'à partir du moment où on a mis le pied dans cet engrenage, on peut plus s'en sortir. Quand t'as goûté? Oui, je dis on peut plus s'en sortir. C'est comme si j'étais en prison, c'est pas le cas, mais jamais je pourrais arrêter de faire des blagues. Parce que même si j'ai pas l'envie, des fois les doutes vont plus dans le est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Le choix il est fait et il est bon et j'en doute jamais. Mais des fois je me dis est-ce que je ferais pas plutôt ça? Est-ce que je suis vraiment marrant? Est-ce que c'est une bonne idée de dire ça et autres, tu vois? Mais non, ce que je veux dire c'est que si un jour je décide d'arrêter de faire des blagues, et malheureusement il y en a eu des copains à Nantes qui ont arrêté et quand tu parles avec eux, tu sens un peu le regard attristé et un peu comment je pourrais dire un peu nostalgique de c'est dommage, je me rappelle, j'aurais dû continuer mais maintenant c'est trop tard. Et j'ai pas envie d'être celui qui arrête. Alors que j'ai pas envie, déjà j'ai pas envie d'arrêter, mais si j'arrête, j'ai pas envie d'être celui qui regarde ses copains à la télé sans parler de jalousie, mais non, qui regrette, quoi. Ouais, voilà, en se disant pourquoi je me suis pas battu, quoi. Et c'est le truc qui fait que j'arrêterai peut-être le jour où j'aurai tout essayé, où j'aurai tout fait, mais je suis convaincu, je suis convaincu que j'arrêterai jamais le stand-up. Enfin, j'espère en tout cas ne jamais avoir l'envie profonde d'arrêter. Ok. Et là, j'ai encore mis l'envie profonde d'arrêter. Je rajouterai une petite musique un peu triste à ce fond. Et on fera un slam si tu veux. J'aimerais poser un slam. L'envie profonde d'arrêter. Oh, tu l'as la voix? Grand corps malade. Grand corps malade. Parce que j'ai essayé de le faire, mais j'ai pas la voix et tu l'as fait, j'ai fait. C'est parce que je suis un peu malade du coup. Ouais, est-ce que ça voudrait dire grand corps malade? Non. Je suis pas là-dedans. C'est juste parce qu'il est malade qu'il peut. Tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'inverser et t'interviewer maintenant. As-tu un objectif à atteindre dans ton Mais tu l'as! Mais tu l'as de ouf! C'est incroyable! Est-ce que tu as un objectif à atteindre dans ta carrière? Tu t'es fixé un but? En fait, j'ai tellement vécu des années compliquées avec des tafs que j'aimais pas que l'objectif que... je suis battant, mais je suis pas exigeant. C'est-à-dire que si ça devait rester... Si je devais demander un truc, c'est que ça reste comme ça longtemps. L'objectif, c'est d'avoir toujours l'envie. Et après, là, je parle en objectif à long terme. Et à court terme, c'est rôder le spectacle.
Et d'ailleurs, 10 mars, je sais pas quand est-ce que ça sort. Mais... 10 mars, j'espère que ça sera sorti. Okay. Le 10 mars, je rejoue la nouvelle version. Donc c'est le même spectacle, mais avec beaucoup d'améliorations et beaucoup de nouveautés, surtout le 10 mars au Micro Comedy Club. Et j'ai hâte à cette date-là, parce que j'ai remanié pratiquement tout le spectacle et j'ai hâte de voir comment le spectacle va évoluer. Et après, l'idée, c'est de faire une petite tournée des petites salles ou faire tourner le spectacle et vraiment essayer de continuer de m'amuser et continuer à faire des vidéos sur les réseaux et en espérant que ça ramène du monde pour que ça ramène du monde dans la salle, quoi. Donc, parlons de ton spectacle, tu le tournes depuis combien de temps là? Tu le testes depuis combien de temps? J'ai dû jouer l'heure une vingtaine de fois, mais aucune se ressemblait. Et je l'ai joué au micro il y a 1 ou 2 ans. Tu sais, je dis pas nouveau spectacle parce qu'il y a des bases qui sont les mêmes, mais tous les mois t'as des nouveaux textes. Et j'ai pas cette capacité qu'a Kevin Robin par exemple de se dire tout ce que j'ai écrit est pour le prochain spectacle. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai ce spectacle-là, cette heure-là, que je vais exploiter jusqu'au bout. Je vais la capter, je vais la mettre sur Internet. Je vais arrêter, mais j'ai déjà écrit une partie de l'heure que je vais reprendre pour faire une deuxième heure, tu vois. Et moi, c'est une méthode de travail que je respecte complètement. Kevin, c'est vraiment un génie là-dessus. Il est très fort et très malin, en fait. Et moi, ce que j'ai, c'est quand j'ai des nouvelles blagues, elles vont avec l'humeur que j'ai actuellement, et du coup j'ai envie de les sortir direct en fait. Et du coup elles prennent sens et elles ont une place dans le spectacle. Donc c'est-à-dire que le spectacle que j'ai fait au micro il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, il y a 1 an on va dire, n'aura rien à voir avec celui que je vais faire le 10 mars par exemple. Mais du coup vu que c'est 1 heure, des nouvelles blagues que tu mets, ça veut dire que tu enlèves des blagues aussi du coup. Oui, ouais, c'est ça. Des blagues que tu n'assumes plus ou qui t'ont lassé ou... Alors il y a eu des blagues que j'assumais pas qui ont été enlevées, et c'est des blagues parce que tu te dis ok, tu sais, tu mets tout sur une table et tu fais qu'est-ce qui a pas de sens dans le spectacle, qu'est-ce qui a plus de sens. Ok, j'ai envie de parler de l'amour, que pareil, je parle de mes grands-parents et tout. Ok, ça a sa place parce que c'est logique. Ok, je parle de ça, ouais, ça a sa place. Bon, ça c'est un 5 minutes qui est marrant, mais qui est vraiment, si je le mets, c'est vraiment pour faire un +4 dans un Uno, quoi. Ok, j'ai un truc un peu cool. Pour remplir un peu. Mais ouais, voilà. Et je me dis, est-ce que c'est comme ça que j'essaie de réfléchir maintenant à apprendre. Et c'est Kevin un peu qui m'apprend aussi à avoir cette réflexion, c'est d'apprendre à dire, ok, ça, je m'en sépare. Et c'est dur, en fait, de quitter un 5 minutes, un 10 minutes qui marche, parce que t'as l'impression de lâcher quelque chose à la mer avec qui t'avais une très belle relation, et tu te dis, non, reste avec moi. Mais c'est bien. Ouais. C'est bien de laisser partir tes blagues, les capter, les mettre sur les réseaux et de passer à autre chose, parce que sinon tu te reposes dessus. Ouais, au moins tu les captes et tu les gardes. Enfin, elles sont encore un petit peu là. C'est un peu une photo que tu prends de ton ex. Ouais, c'est ça. Que t'as quitté, mais c'est pas elle, c'est toi. D'ailleurs, tu parles de quelque chose. Merde. Ça va aller, je vais pouvoir continuer l'interview. Et donc du coup, on parlait de ton spectacle, donc tu vas jouer en mars. Ça va être où? Au Micro Comedy Club. Pendant combien de temps? Je le fais, c'est une exceptionnelle là-bas. Ah, c'est une seule date? Ouais, c'est une seule date et je vais attendre de voir. En fait, je préfère mettre une date, faire un peu un bilan. Tu sais, c'est un rendez-vous avec le spectacle, entre moi et le spectacle de ok, bon, qu'est-ce qu'on a à proposer, comment ça va se boutiquer sur toute l'heure. Ok, on a ça, ok, ça se marie plutôt bien ou pas du tout, soit pas du tout, et je me dis bon, ok, je la retravaille, je prends une autre exceptionnelle et je le fais. Ce qui est pas la meilleure méthode de travail, hein. Je pense qu'il faut oser se dire allez, tu joues sur un mois et tu l'améliores sur un mois. Mais je me dis non, pour l'instant déjà fais-en une avec toutes ces nouvelles blagues et ces nouvelles améliorations. Et après on verra. C'est une capacité de combien le Micro Comedy Club? Une 50aine de places. Ok. Ouais. Et du coup, ça te va toi comme taille? Tu préfères être plus gros? T'aimes bien quand c'est plus petit? Pour roder un spectacle, je trouve que c'est le meilleur endroit, micro ou autre salle aussi petite. Mais ce que je trouve bien, c'est tu peux pas mentir à une salle de 50. Il y a une spontanéité, une connexion qu'il y a avec le public que je suis convaincu qu'il n'y a pas dans une grande salle. Du coup, pour roder le spectacle, c'est vraiment bien pour l'affiner, apprendre à faire connaissance avec le spectacle et après pour pouvoir justement avoir la capacité d'aller dans les grandes. Ok. Mais donc c'est quand même un but de faire des plus grandes? Bah ouais, parce que ouais, en vrai, je sais pas si c'est l'ego qui parle en disant ça, mais parce que je vois pas ce qu'il y a de plus émerveillant de jouer dans une grande salle, si ce n'est l'ego de pouvoir dire j'ai rempli 200 ou il y a 200 personnes qui sont venues me voir, très honnêtement. Et on m'a jamais posé la question, c'est la première réflexion que je me fais, mais ouais, je sais pas, peut-être financièrement t'es content parce que tu sais que tu vas te faire plus de sous. Tu parles à plus de gens, s'il y a plus de gens dans ta salle, donc c'est que t'es content parce que tu sens que les gens sont sensibles à ce que tu dis, ils ont envie de te voir. Mais d'un point de vue purement stand-up, je pense que c'est plus intéressant de travailler dans une salle de 60 places, 50 places, 60 places.
Est-ce qu'il y a un profil de personne que tu aimes particulièrement faire rire ou qui t'inspire, enfin, qui te motive encore plus Cette question est très bizarre, mais... Non, si, je vois ce que tu veux dire. En fait, quand t'arrives sur scène, les gens pensent qu'on les voit pas. Enfin, je te parle de ça dans des petites salles. Les gens pensent qu'on les voit pas, alors que, comme je t'ai dit, on a la possibilité de réfléchir. En tout cas, je parle pour moi, j'ai la capacité de pouvoir prendre du recul sur ce qui se passe. Et du coup, par exemple, tu peux avoir 50-60 personnes que tu fais marrer. Il peut y en avoir une qui va te regarder les bras croisés comme ça. Et ça arrive souvent. Hein. Il rigole à personne et il est là. Et en fait, là, dans ta tête, c'est plus « Ok, les autres, c'est bon. Je vous oublie. Mon objectif, c'est de te faire toi. » Et quand il a décroché un sourire, t'es là. Oui, victoire. C'est victoire, j'ai gagné. J'ai gagné un truc. Et non, moi, ce que je trouve trop bien, j'avais été surpris. L'année dernière, j'avais été interviewé par France Bleu. Et du coup, on faisait gagner des places. Et l'interview avait ramené du monde. Sauf que France Bleu, on va dire, sans les dénigrer, la moyenne d'âge ne correspond pas forcément à ce que je pensais qu'était ma cible. Et du coup, le soir, la représentation qui suivait l'interview, il y avait une quinzaine de personnes âgées dans la salle qui étaient venues pour l'interview. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, je me suis dit le pauvre et je me suis dit les pauvres. Et franchement, j'ai été surpris parce que ils étaient super contents d'être là, souriants, ils rigolaient. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais c'est trop bien de pouvoir faire tout le monde. J'avais tellement peur et j'avais ce truc avec le gars. Je me suis dit, ça va être 15 bras croisés. Et en fait, ils étaient réceptifs. J'ai même fait de l'interaction avec eux. Et tu te dis, en fait, non, c'est trop cool. T'aimes bien faire ça, les interactions avec le public ? Ouais, j'aime bien parce que ça rend le moment encore plus unique pour toi et pour les autres. Parce que des fois, des gens peuvent venir voir des plateaux plusieurs fois. Donc ça arrive qu'ils revoient les mêmes artistes. Et des fois, malheureusement, vu que tu rôdes un passage, il peut revoir la même chose. Mais le fait, des fois, de faire de l'interaction et de changer, ça rend le moment unique et différent pour toi et pour les autres, quoi. Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent dans le métier de l'humour ? En vrai, tous ceux qui réussissent m'inspirent. Ça fait grande phrase, mais c'est vrai parce que j'ai pas. Je peux te citer quelques noms que je trouve inspirants, des Roman Frécinet, même des Redouane Bougueraba que je trouve inspirants par sa manière de faire de la com, des Thomas Angelvi aussi qui sont très malins à capter tous leurs spectacles et tous leurs moments d'impro pour leur faire une carte de visite incroyablement drôle sur les réseaux qui leur permettent de grossir leur réseau et de faire des grosses salles et de réussir et vivre très bien de ce métier. Mais je trouve que dans chaque réussite, il y a un chemin différent et tout est inspirant, je trouve. Et c'est ça que je trouve bien. Il y a des gens qui prennent le chemin des réseaux sociaux et le chemin des personnages aussi qu'ils peuvent avoir. Tu sais, que je parle sur scène, des personnages, des perruques, des machins qui passent sur scène que je ne juge pas. Mais je trouve ça inspirant aussi parce que je me dis, c'est intéressant. Et chaque chemin est inspirant, chaque réussite l'est aussi, je pense. Ok. C'est quoi ta définition de la fame ? Je sais pas vraiment en vrai. Je regarde le mot comme si je savais pas. Il va te répondre, le petit bonhomme. Ouais, c'est ça. Qui est très bien d'ailleurs, j'aime bien. Merci à Clarisse Ferré d'avoir fait ce petit logo. Qu'on embrasse évidemment. Oui. Je sais pas parce que fame, pour moi, c'est pas forcément. Ça veut pas dire quelque chose de positif. Je pense que si c'est une fin en soi, c'est nul. Mais je pense que la fame, c'est une conséquence. C'est-à-dire que c'est pas de moi, je l'ai déjà entendu. Mais si si ton chemin c'est d'aller vers la fame, je crois à mon sens que t'as pas compris. Le métier, en tout cas, je parle en stand-up. Hein. Mais après, si t'es fort et si t'es bon, inévitablement la fame va arriver et la fame est une conséquence que tu vas devoir accepter ou non, mais ça fait partie du jeu. Donc je pense que c'est une conséquence de ton travail et si ça arrive, normalement, c'est que aux yeux des gens, t'es intéressant ou t'es bon ou tu dégages quelque chose qui fait qu'ils te suivent. Est-ce que c'est une définition qui t'a plu ? C'était un peu trop intéressant. C'est vrai ? Ouais. Quand t'as fait... J'ai cru que t'allais dire c'était bien de la merde. Ah ouais, putain, William Pilet, il a pas dit ça. Il a dit des choses beaucoup plus drôles. Est-ce que ça compte pour toi, du coup, le nombre d'abonnés que t'as sur Instagram ? Est-ce que toi, tu regardes quand ça grossit en vrai, j'aimerais bien dire non pour passer pour un bon gars, mais en vrai, je mentirais si je disais non, parce que sinon, je mettrais pas les vidéos sur Internet. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je l'aimais pas parce que l'envie d'être connu, mais je l'aimais parce que
je sais que c'est un chemin que que j'ai envie de choisir. Je vois des gars qui galèrent à remplir, beaucoup de gens qui galèrent à remplir leur salle. Je galère à remplir ma salle et je trouve ça fatigant de voir l'énergie que tu perds à faire de la com. Et des fois, au lieu tu fais plus de com que de travailler sur ton stand-up. Et moi, j'aime la vidéo et je me dis, bah, le fait de voir que les abonnés grossissent, bah, dans ma tête, je suis très content parce que dans ma tête, je vois tout de suite la capacité à remplir d'autres salles et pouvoir remplir le micro quand je joue par exemple le 10 mars. Mais c'est plus ça, je suis content parce que je sais que c'est un levier vers le stand-up et vers le remplissage des salles. Donc c'est plus pour ça. Oui, mais oui, je suis content, forcément. Ok. Est-ce que tu as déjà des fans? Je suis assez surpris de voir que des fois des gens... alors c'est rare, hein, mais ça arrive que des fois des gens m'interpellent dans la rue et me disent « Oh, génial !» C'est arrivé une fois à Nantes, il y a 2 semaines. Je me balade et c'est arrivé 2 fois dans la même journée. Je me balade dans la rue et puis il y a un mec qui me demande une photo. Il me fait excuse-moi, je peux avoir une photo? Il fait la photo et il me fait merci, mais à aucun moment il m'a dit que c'était bien les vidéos. À tel point que je me suis dit ça se trouve il m'a pris pour quelqu'un d'autre. C'était le pote du mec qui t'a foutu un coup de poing. Ouais, c'est ça. Je me souviens de lui. Tiens regarde, c'est la victime que t'as frappé. Et je suis allé en boutique chez Orange et le mec m'a reconnu, m'a fait passer devant les gens et tu fais c'est cool en vrai. C'est cool. C'est ça la fame. Ouais. C'est passer devant les autres quand il y a la queue. Et alors si je devais donner un autre truc sur la fame, c'est ça je découvre, ça m'est arrivé 2 fois et j'espère que ça m'arrivera. N'hésitez pas d'ailleurs à me contacter si jamais. Je comprends pas, je comprends toujours pas, mais il y a 2 fois et dont la dernière fois on m'a invité gratuitement à venir manger dans un restaurant. Comme Hugo Levent avec Grillade du Bouffet. Ouais, et bah j'ai été invité bon je sais pas si je vais dire les noms, mais j'ai invité à 2 restaurants, dont un où c'est un restaurant de viande à volonté. Donc tu te doutes qui j'ai appelé pour aller manger. Hugo ? Oui. Et j'ai eu l'invitation, j'étais à côté de lui et du coup j'ai dit est-ce que je peux venir avec un pote qui fait aussi des vidéos? Et il a dit bah ouais carrément, donc génial, donc on est allé manger gratuitement au resto. Mais vous avez même pas fait de story là-bas? Si, j'ai fait une story, mais quand c'était pas vraiment demandé, c'était en mode... Non, voilà, c'est ça. On aimerait, ça nous ferait plaisir que vous veniez déguster et tout. Voilà, on fait les collabs du lundi au vendredi, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas. Et pour l'anecdote, j'y vais avec Hugo. On arrive dans le restaurant. Et je me présente et je dis c'était le patron en plus qui nous a accueillis. Et je lui dis on a été invité sur Instagram. Et il fait comment ça, genre vous êtes qui, tu vois? Et là tu te sens un peu bête parce que je suis vraiment arrivé en mode tiens Hugo, je vais te montrer ce que c'est que la fame. Et le mec me dit non. Par contre, je te connais toi. Et il reconnaît Hugo qui lui n'a pas été invité à la base. Et c'est grâce à Hugo qu'il a compris. Et du coup il a regardé le message, parce que j'ai montré le message Instagram, mais il était en mode ouais, je sais pas. Et c'est grâce au fait qu'il a reconnu Hugo qu'on est allé manger gratuitement. Donc je me dis au final, alors qu'il n'était pas invité. Mais c'est qui a écrit du coup c'est un responsable com qui n'était pas là ce soir-là. Excellent. Mais on a failli se faire recaler, donc j'ai invité Hugo parce que c'est un pote et que j'avais envie de partager ce moment avec lui. Et au final, je l'ai invité heureusement parce que sans lui on n'aurait pas mangé quoi. Tu lui as dit merci du coup. Ouais, c'est ça. Le stand-up c'est quand même hyper récent comme art en France. Ouais. Toi tu connaissais beaucoup le stand-up américain avant? Pas du tout. Non, t'as pas une culture stand-up américain? Non, c'est un des défauts que j'ai. J'en ai plein d'autres, hein, des défauts. Non, c'est un des défauts que j'ai, c'est qu'il faut que j'ai une culture un peu. Je pêche un peu au niveau culturellement en termes de stand-up, je pêche un peu et en termes de vocabulaire aussi, comme tu peux l'entendre. Mais non, forcément, il y a des classiques que je connais, mais non, moi j'ai connu le stand-up avec les premières saisons du Jamel Comedy Club. Ouais. Et ouais, c'est vrai qu'en France, on sent, les gens disent on a un retard et tout. Moi, je trouve qu'on a un très bon niveau en France et je suis très fier d'être français en termes de stand-up. Mais c'est sûr que quand tu vois des Américains, tu sens quand même qu'il y a un décalage. Plus que retard, c'est plus que c'est nouveau, donc forcément il y a peut-être moins de monde aussi. Mais c'est pour ça que j'aime pas quand les gens disent nous on est en retard sur les Américains. Mais je suis pas d'accord. Tu peux pas dire genre. Je prends l'exemple qui n'est peut-être pas comparable, mais entre quelqu'un qui commence le stand-up maintenant et quelqu'un qui a commencé il y a 10 ans, lui n'est pas en retard parce qu'il vient de commencer. Donc si par exemple 10 ans après, tu vois là on peut comparer. Ouais. Mais là il n'y a pas de retard, il y a juste c'est juste un départ en fait, c'est juste un chemin qui est en cours. Ouais. C'est un peu comme Johnny quand il avait fait le Paris-Dakar qui est arrivé, il avait dit
T'imagines si on était arrivé 10 minutes... Non, si on était parti 10 minutes plus tôt, on serait arrivé 10 minutes plus tôt. T'as commencé l'imitation. Ouais, je me suis dit non, il va encore me dire... Et je te jure que tu commençais à la voir et tu l'as lâché. Je l'ai lâché parce que j'assume pas du tout les imitations. J'adore en faire, mais je les assume pas du tout parce que je me dis, c'est vraiment très rare. Ok, tu sais quoi, si tu le fais, je fais une imitation. Je te jure que tu pars sur la bonne voie là. Tu te rends compte? Attends, mais voilà, maintenant, quand c'est demandé, ça... Ouais, mais putain, ouais, ça va être pas... T'inquiète pas, le moment gênant, je vais le vivre après. Hein. Ok, vas-y. T'imagines, ça fait 10 minutes... non, je sais même plus ce qu'il dit en plus, j'ai même pas la phrase, c'est nul. Mais c'est trop bien, tu l'as. Vas-y, dis une autre phrase random. Bonsoir Saint-Etienne. Non, je l'ai plus du tout, c'est vraiment une catastrophe. Non, vas-y. Tiens, tu me casses les couilles. Attends, je crois que je l'ai. Attends, j'essaye. Ouais. Mais putain, mais c'est pas possible. Non, c'est lui ou pas? C'est pas ça. C'était Bigard. Moi, c'était... François Cluzet. François Cluzet. Mais enfin, c'est comme le parrain de ton fils. Bon, bah si, ça y est, tu l'as, toi. C'est bon. Ah bah Bigard, vas-y, refais-moi Bigard. Non. On en était où en toutes ces imitations? Je sais même plus pourquoi. Oui. Je sais plus. Si, alors voilà. C'est quoi ton meilleur souvenir si t'en as un sur scène? Je prends le premier qui est venu parce que je me dis s'il est venu, c'est que c'est pas anodin. J'avais ma première programmation, c'était il y a 4-5 ans. J'ai fait ma première programmation au Théâtre du Sphinx de spectacle, qui n'était pas du tout aboutie. Le meilleur moment de scène, c'est qu'à la fin de cette première programmation, la salle, je sais pas comment ça se fait, je sais pas du tout encore aujourd'hui comment je pourrais dire. J'ai fait 6 représentations dans une salle qui peut aller jusqu'à 130 places. Je ne sais pas comment ça se fait. Les 2 dernières, c'était plein. Alors que ça faisait pas longtemps que je faisais du stand-up, et je connaissais personne à Nantes. J'ai fait des vidéos de com, j'ai flyé partout. Je sais pas comment ça se fait. Et mon père était dans la salle. Pour l'époque et pour ce que je faisais à ce moment-là, j'étais content de moi. Je regarde aujourd'hui, c'est une catastrophe industrielle. Et mon père était dans la salle. Et à la fin du spectacle, ce que mon père, le jour où il m'a dit vas-y, je te laisse faire du stand-up, il m'avait dit ok, mais à une condition, si un jour tu remplis un zénith, fais-moi monter sur scène, j'ai envie de voir ce que ça fait. Et j'avais dit à mon père, papa, c'est pas un zénith, mais ce soir j'ai la chance d'aller dans une salle pleine, viens sur scène. Et il est venu et on a partagé un moment avec mon père sur scène où tout le monde s'est levé et tout pour lui. D'ailleurs, j'ai la vidéo sur les réseaux. Et bref, j'ai partagé un moment avec, donc c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir vécu quelques secondes sur scène avec mon père et ça fait partie des meilleurs moments. Parce que j'ai senti dans le regard de mon père ça y est, je sens que t'es sur la bonne voie. Enfin, que tu kiffes ce que tu fais et vas-y, fonce, quoi. C'est peut-être lui qui a laissé le commentaire du coup de dire dans 2-3 mois c'est Zénith. Oui, ah oui. Putain, c'est ça. C'est sûr. C'est ça. Et là, il doit se dire putain, c'est long quand même. Putain, ça fait 6 ans. Ouais. Ok, donc ça c'est un de tes meilleurs moments. Enfin, Ouais. le meilleur moment qui était. Mais en même temps, c'était compliqué parce que du coup, pour finir la parenthèse que je voulais dire tout à l'heure, c'est j'ai joué 1 heure beaucoup trop tôt. C'est-à-dire, ça faisait même pas 1 an que je faisais du stand-up. Et j'ai décidé de faire 1 heure de spectacle. J'ai fait une affiche qui est immonde. Mais qui est vraiment horrible. Hein. Si tu veux, je pourrais te l'envoyer, tu peux l'afficher au moment où on parle. Elle est catastrophique. Mais je l'assume complètement parce que si tu cherches un peu sur internet, j'arrive pas à les supprimer, tu peux la trouver. J'ai travaillé avec Maxime Stockner, il m'aidait un peu, il m'aidait beaucoup même à la construction et tout du spectacle, mais on était tous les deux, on venait de commencer, du coup c'était catastrophique. Et en fait, à la première représentation, il y avait 70 personnes dans la salle. Je ne sais toujours pas comment ça se fait. C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup pour quelqu'un qui... mais même, même aujourd'hui, je remplis une salle de 70, je suis très content. Et je ne sais pas comment ça se fait. Mais après, c'était entrée libre et sortie au chapeau. Mais quand même, faut... Ouais. Et je fais 36 minutes, qui ne sont pas bien. Hein. Et je fais 36 minutes, et quand j'ai dit c'est fini, je vois plein de gens faire genre... Attends, mais... Et tu sais, je comprends pas pourquoi je vois 4, 5, 6, 7, 8 têtes qui regardent leur téléphone. Je vois mon téléphone, je vois le chrono, je vois 36 minutes, je fais... Et le premier truc que je fais, c'est... Pardon. Pardon. Je regarde Maxime en loge, et Maxime qui est là, genre... Bah merci de m'avoir écouté. Je suis parti. Maxime et moi, on s'est fait un câlin, et j'ai fait... C'était le pire moment de ma vie. Le pire. Et après, tu dois aller faire au chapeau et demander de l'argent aux gens. Donc après, j'ai fait un vieux chapeau de merde, un vieux discours de chapeau. Alors en fait, moi, je fonctionne, tu revis... Bah, horrible. 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 Et du coup, vu que je jouais toutes les semaines, pendant 5 ou 6 semaines, j'ai passé la semaine entière à travailler là-dessus, à écrire. Je dis pas que c'était plus drôle, mais on a fait 55 minutes la semaine d'après. Mais c'est juste que tu parlais moins vite ou... Non, j'ai écrit plein de trucs. Et je pense que je parlais moins vite parce que j'étais très stressé, mais ouais, aussi. Cauchemar, quoi. Parce qu'au début, quand t'avais dû bosser ton heure avec Maxime, vous avez dû vous chronométrer, ça devait faire 1 heure, à peu près.
Ouais. Non, même pas. Non. Parce qu'on est très con. Voilà, il y a ça. Parce que je suis très con. Et parce que dans ma tête, je me disais 50 minutes, ouais, mais avec les rires. Genre, t'as 10 minutes de rire continu sur un spectacle. Non, c'est. Et puis je me suis dit, avec les applauses, les rires et puis les interactions, oui, 36 minutes. Heureusement, les gens n'ont pas payé, t'imagines? Là, tu te sens con. Voilà, faut les rembourser, parce que les gens ils disent, Est-ce que tu penses que j'ai oublié une question? J'en ai une. Est-ce que tu as passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment malgré ma maladie naissante. Qui n'était pas dérangeante pour moi en tout cas. Bon, tant mieux. Est-ce que tu as passé un bon moment? C'est hyper solennel, c'est On pourrait se faire un câlin, mais alors, tu vas choper la grippe. Très sincèrement, j'ai passé un super bon moment. J'étais content, j'ai regardé l'interview d'Hugo, de Maureen et de William qui était très bien. Et je suis trop content d'y avoir participé. Et, merci beaucoup pour l'invitation, très sincèrement. Merci. Un petit promo du coup. Ouais, alors sur Instagram, Antoine Sentenac, SENTENAC. Toujours, je mets une vidéo tous les lundis. J'espère que ça va continuer longtemps. Et le spectacle le 10 mars. Et voilà. Et sinon, on peut te voir au Micro Comedy Club de temps en temps. Ouais, c'est ça, micro. Et tous les mercredis à 20h, 20h30 au Westside Comedy Club. Parfait, à Nantes, du coup. Ouais, ça. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toi, à très bientôt. Et à bientôt, la Fame. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner au podcast. Et si jamais vous êtes chaud, vous pouvez carrément mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et même lâcher des pouces bleus sur YouTube. Bref, tout ce qui peut faire que Bientôt la Fame devienne Bientôt Famous. Cet épisode a été enregistré au studio de Lille à Nantes. Merci à M-Stream Studio pour les moyens techniques. Merci à Clarisse Ferré pour l'identité graphique. Merci à la Piscine Records pour la musique originale. Et enfin, merci à Arthur Mian pour son aide précieuse dans l'installation du plateau. Et un grand merci à Benjamin Billier à la lumière. À bientôt la Fame.